Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer de ma manière de concevoir la maladie de Lyme. Et on voit bien qu'il n'y a pas que la bactérie qu'il faut considérer, mais tout un ensemble de choses. Et ça semble diaboliquement compliqué, mais en fait, c'est pas si difficile que ça. Et vous pouvez, si vous allez sur le site du fonds de dotation i4Lyme que j'ai créé, vous allez pouvoir écouter diverses vidéos, dont les vidéos des dentistes que j'ai interrogés en Allemagne, du docteur Joachim Mutter. J'ai fait les traductions en français, en anglais, enfin bon, en anglais d'ailleurs, la lecture avait été faite par Payam après. Il y avait... j'ai interviewé le professeur Gherardi, le professeur Kemou, qui est le patron de l'homéopathie en France. J'avais interrogé différents médecins, et puis il y avait également donc, une intervention d'une conférence que j'avais faite au mois de septembre l'année dernière à Paris, et dans ma conférence, il y avait le témoignage d'une dame, Florence Magnier. Son témoignage figure également sur le site, et je vous invite vraiment à écouter son témoignage. Parce qu'on a typiquement des témoignages d'une femme qui est en toute innocence exposée, qui a exposé ses enfants à son environnement, notre environnement normal, extrêmement toxique. Et les enfants de Florence, ces deux enfants, ont fait un à 10 ans 3 tentatives de suicide et l'autre à 14 ans une tentative de suicide à cause de Lyme. On dit à cause de Lyme. Je vous invite à écouter sa conférence et vous allez voir ce qu'il en est de Lyme. Oui, Lyme est là, mais le problème n'est pas que Lyme. Et vraiment, cette conférence, ce témoignage qu'elle avait apporté, il est stupéfiant. Je vous invite vraiment à écouter le témoignage de Florence, c'est très très intéressant. Je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, eh bien, je pense qu'on est peut-être encore dans les temps pour en prendre quelques-unes. On a du temps, très bien, voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère avoir un petit peu éclairé votre lanterne, non pas pour vous assommer, mais pour essayer de vous dire qu'on peut faire des choses et que c'est pas si compliqué que ça. Et c'est ce que dit Florence dans son témoignage. C'est pas si difficile que ça, finalement. Je veux juste mettre un petit peu au point, parce que vous attaquez pas mal les dentistes, avec juste raison. Il se trouve que j'avais un père qui était dentiste. Et bon, qui s'est vite mis à l'homéopathie et à un tas de choses. Mais à nous, la famille, il n'a jamais mis d'amalgame. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu mets ça à tes patients? Et il me dit, c'est ce qui est de plus solide et c'est ce qui est de mieux remboursé. Et les gens n'étaient pas prêts à mettre autre chose que de l'amalgame. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure à table, c'est qu'on n'est pas dans un pays anglo-saxon. Les gens ont tellement eu l'habitude de la gratuité des soins ou de payer le minimum qu'ils ne sont pas prêts à se faire mettre autre chose. Enfin là maintenant, bon, ils abandonnent l'amalgame. Mais à l'époque, c'était... Ils abandonnent, pas tous, non, il y a encore énormément de dentistes qui posent des amalgames de mercure, énormément. De plus en plus. Il n'y a pas encore d'obligation au niveau de l'Europe pour l'interdire, sauf pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 15 ans, comme si à partir de 15 ans on était susceptible de mieux supporter le mercure. Non, le mercure est un neurotoxique, donc c'est pas discutable. Oui, non, mais bon, il faut savoir quand même que le crachoir des dentistes, en dessous, ils ont un filtre très très fin pour récupérer la moindre poussière de mercure qui est interdit de balancer dans les égouts. Par contre, dans vos bouches, on les a. C'est là qu'on a une énorme contradiction, parce que ce mercure, quand il arrive dans des boîtes scellées chez le dentiste, il est toxique. On l'ouvre, il est préparé, il est moins toxique, il est mis dans votre bouche, il n'est plus toxique. Et quand on vous l'enlève, on le remet dans une boîte scellée toxique et ça va une décharge pour des trucs toxiques. Donc, comment peut-on expliquer une telle aberration, quoi? Voilà. Mais vous avez tout à fait raison, il y a aussi ce système de prix en charge en France qui fait que les gens estiment que c'est gratuit et que c'est un dû. Or, ce n'est pas un dû. Alors, et réparer la santé, ça coûte très cher une fois qu'on a joué à et qu'on a accepté ce principe selon lequel la santé c'était un dû. Je peux aller chez le médecin, ça ne coûte rien. Oui, mais, voilà. Dans des pays comme en Russie où la médecine, il y a beaucoup de médecine quantique justement, et sinon la médecine en fait, il y a peu de médecins, et bien les gens se débrouillent tout seuls et ne courent pas chez le médecin parce que ça aura un coût. Et donc, ou bien c'est de la médecine quantique, ou c'est de la médecine maison. Mais on ne court pas chez le médecin tous les 4 matins. On a éduqué, on a formaté les Français, et aux États-Unis c'est pareil. Hein. Les gens aboient chez les médecins pour un oui, pour un non.
Mais la politique va plus loin de ça, parce qu'il n'y a pas que la médecine. Hein. On a appris aux gens à acheter pas cher. Bien sûr. Oui. Donc on achète de la merde, pas cher. Bien sûr. Puis, enfin, moi, depuis que je suis née, c'est la naissance des supermarchés. Bien sûr. Donc on a entendu ça parfaitement. Mmh. Donc on est là dans cette aberration la plus complète d'acheter pas cher. C'est ça. Mais le budget de la ménagère, entre guillemets, ils en reparlaient encore dernièrement, par-ci par-là dans les actualités, dans les journaux. Le budget de la ménagère, en fait, qui était autour de un quart du budget il y a encore dans les années 60, aujourd'hui c'est à peine 5% pour l'alimentation. Ce qu'on veut acheter, c'est vraiment la pâtée de chat, de chien, et encore presque les animaux seraient peut-être même presque mieux nourris. Enfin, ça dépend chez qui, mais voilà, c'est effrayant, quoi. Est-ce que tu peux reprendre la question parce qu'on risque de ne pas entendre vraiment la question. Complètement. On va faire ça. Voilà, donc quand vous allez poser des questions, je reposerai la question de façon à ce qu'elle puisse être enregistrée, en fait. Voilà, monsieur, vous vouliez poser une question. D'abord, quel plaisir, quelle joie, quel bonheur de vous voir en si bonne santé. Merci. C'est vrai que ça va pas mal. Merci vivement pour vous exposer. Juste une question. J'ai l'habitude de faire des bises, d'embrasser beaucoup de filles, beaucoup de femmes. En tant que porteur de Lyme ou co-infection, est-ce qu'il y a le moindre souci que je peux transmettre? Pour autant que je sache, non, absolument pas. Ah, ben c'est bien. Oui, la question c'était, voilà, pardon, je reprends, oui. La question c'est, voilà, j'ai l'habitude de faire beaucoup de bises aux personnes autour de moi, d'une manière générale. Est-ce que la maladie de Lyme peut se transmettre par le baiser? Voilà, lorsque je fais un baiser à quelqu'un. Voilà, ma réponse. Et la bouche? Non, alors, non, pour autant qu'on sache, non. La seule chose, non, c'est pas une maladie sexuellement transmissible comme le sida, par exemple, pour autant qu'on sache aujourd'hui. Voilà. Merci. Madame. Moi, mon mari est atteint de la maladie de Lyme. Il a pris, on lui a donné 3 mois d'antibiotiques, ce n'est pas. Et après 3 mois d'oxycycline et azithromycine en alternance, enfin, dans la même semaine, tantôt d'oxycycline, tantôt azithromycine, il a eu tout d'un coup la bouche, les dents toutes noires et la bouche toute noire. Alors, est-ce que c'est lié à la doxycycline selon vous ou est-ce que c'est du candida? Je dirais que ce sont probablement des... Alors je vais reposer la question. Donc, le mari de madame est donc malade de Lyme et a pris pendant 3 mois une combinaison de doxycycline et d'azithromycine, qui sont des médicaments que l'on donne fréquemment dans le cadre de la maladie de Lyme, pendant 3 mois. Et à la suite de quoi, le mari de madame donc, a eu les dents toutes noires et la bouche toute noire. Et les dents. Et la question, les dents et les gencives toutes noires. Et la question était de savoir si ça avait un lien avec le candida albicans ou autre chose. Alors, moi j'ai eu le même problème comme j'expliquais tout à l'heure, donc lorsqu'on m'a enlevé une couronne qui contenait du mercure. Je pense que, bien que j'ai apporté aussi un échantillon de sel au laboratoire immédiatement, de ces sels noirs, en leur disant, écoutez, regardez ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est du mercure? Est-ce que c'est quoi? Enfin, voilà, ou est-ce que c'est même du sang? Parce que j'ai très mal à l'estomac. Et ils m'ont dit, non, on n'a rien trouvé. Mais bon, c'est des laboratoires en ville, voilà, c'est ni fait ni à faire. Bon, bref. Il faut vraiment s'impliquer un peu plus, je pense, pour chercher quelque chose, pour avoir des résultats. Et donc, ils m'ont dit, non, il n'y a rien, bon, c'est normal. Et donc, aujourd'hui, 3 ans plus tard, par rapport à cette histoire qui m'est arrivée, et par rapport à ce que vous racontez, je pense que c'est lié à des moisissures. Même pas le candida albicans, je pense que c'est lié à des moisissures qui vont réagir en fonction de l'antibio et du mercure. J'ai rencontré comme ça sur des conférences ou parmi les gens dont je m'occupe, des personnes qui ont eu les mêmes symptômes avec des dents qui sont devenues pas noires mais grises, on va dire, sous azithromycine notamment. J'ai pris de la doxycycline pendant assez longtemps et l'azithromycine aussi d'ailleurs, l'azithromax. Je n'ai pas eu ce problème-là à un moment donné, mais je crois qu'il a fallu que mon niveau de moisissure augmente sévèrement, probablement, comme le disent certains médecins américains et allemands que j'ai interrogés, en fait, la manifestation de ces pathogènes est là pour protéger nos cellules des toxiques environnementaux. C'est un petit peu comme si vous preniez un sandwich. Sandwich, vous auriez une tranche de pain, à côté vous avez une tranche de jambon,
Et puis par-dessus, vous allez mettre une tranche de fromage, on va dire. On va arrêter le sandwich là. Voilà. Le jambon, en fait, il est là pour protéger. Le jambon, ce serait vos pathogènes. Il serait là pour protéger votre tranche de pain d'être en contact avec la tranche de fromage. Si vous enlevez le jambon, c'est-à-dire vous prenez des antibiotiques, vous enlevez vos pathogènes, vous enlevez la tranche de jambon, il ne reste plus rien à ce moment-là pour séparer, pour protéger votre tranche de fromage de la tranche de pain. Et donc vous vous retrouvez avec votre tranche de fromage sur la tranche de pain, c'est-à-dire les toxiques, votre tranche de fromage, ou on peut prendre un autre exemple, tranche de piment, sur le pain. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les toxiques vont attaquer vos cellules. Et c'est possible que ce soit quelque chose comme ça qui se soit passé, c'est-à-dire qu'on a bien ou trop bien, entre guillemets, traité les toxiques, mais que l'infection, avec le Zithromax et la doxycycline, mais du coup, en enlevant les agents infectieux, les toxiques associés possiblement aux levures, aux moisissures, se sont retrouvés en contact avec les tissus, et les tissus sont devenus noirs. C'est l'explication que j'en donnerai qui me semble la plus logique pour moi aujourd'hui. Ce qui m'a été donné aussi comme explication, aussi bien en Allemagne par des spécialistes que par des Américains. Donc si vous voulez, j'ai trouvé leur explication assez cohérente. Dans un premier temps, ça m'a un peu choqué, mais je me suis dit, mais finalement, ils n'ont pas tort. D'ailleurs, un médecin allemand m'avait dit, mais madame, vous vous trompez complètement, votre problème, c'est pas la maladie de Lyme, votre problème, c'est les toxiques. Et je me suis dit, mais il est complètement fou, celui-là, il ne sait pas de quoi il parle. Et en fait, il avait raison. Le problème, c'est bien les toxiques qui, je crois, sont tellement nombreux qu'à un moment donné, notre corps, non seulement notre corps est complètement défaillant, comme on l'a vu dans l'exposé, on est totalement déplémenté de tout. Donc le système immunitaire, notre corps, les métabolismes, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais en plus, on a ces toxiques qui sont là. Et ces toxiques vont agresser nos cellules à un moment donné. Et ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc il faudrait peut-être regarder du côté des toxiques, des levures, des moisissures, des champignons, s'il y a quelque chose. Donc là, il faut peut-être faire des tests par des grompages HLA pour voir s'il y a des moisissures. Et essayer de voir comment on peut traiter ça. La toute première chose, déjà, c'est encore l'alimentation, c'est de ne pas donner d'aliments qui contiennent des levures. Donc, pas de pain, même un pain sans gluten, ce que vous voulez, que vous auriez fait, mais si vous avez un levain du commerce, ça va contenir des levures, des moisissures, en fait, qui vont contenir des aflatoxines, qui vont générer des troubles en fait, cognitifs et autres, divers, qui sont avec des manifestations qui vont s'apparenter à la maladie de Lyme, alors que le problème n'est pas Lyme, mais le problème c'est bien les aflatoxines. Et dans beaucoup de levures, et même dans certains probiotiques, on peut trouver des levures qui seront incompatibles avec la personne qui sera déjà impactée par des levures. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc le probiotique, c'est très difficile. Le probiotique, c'est très difficile. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les produits fermentés. Si vous voulez, les gens qui font les produits lactofermentés, ils vont non seulement réagir, ils vont non seulement réagir à l'histamine. La question étant pour les produits fermentés ou les probiotiques, c'est le même problème. Les gens peuvent réagir négativement par rapport à certains probiotiques. Donc il faut en essayer certains et voir si ça fonctionne ou pas. Typiquement, quand on a pas mal de problèmes avec les aflatoxines, les Saccharomyces boulardii, qu'on donne volontiers pour la candidose, ne seront pas forcément adaptés, de mon expérience. Dans ce cas-là, c'était... Peut-être pour la question de monsieur qui... C'est une question dans sa question, en fait. Oui. Quel est l'intérêt de donner des antibiotiques tout de suite? C'est la question qu'on peut se poser. Quel est l'intérêt de prendre des antibiotiques tout de suite? Effectivement, c'est là que, personnellement... On n'arrange pas vraiment le problème. Non, absolument pas. Je ne suis pas favorable, personnellement, à la prise d'antibiothérapie tout de suite. Ou si on fait une prise d'antibiothérapie pour faire un traitement d'épreuve, c'est-à-dire pour voir si la personne réagit bien à l'antibiothérapie, et voit ses symptômes s'effondrer de l'ordre de 20, 30, 50, 80%. 80 c'est moins fréquent, mais ça peut arriver. Alors on peut se dire que
on a touché une borréliose de Lyme ou une maladie de Lyme, en fonction des antibiotiques qui ont été pris, mais il faut que ces antibiotiques soient donnés parallèlement avec des protections fongiques. Hein, voilà, pourquoi pas, mais il faut que ce soit donné avec une protection antifongique. Il y a quelques médecins qui, avant de commencer à donner un traitement antibiotique, font d'abord un traitement anti-candidose. 1 mois de traitement anti-candida albicans et ensuite je commence les antibiotiques. Mais c'est rare. Mais ça serait la meilleure chose à faire. Pour revenir sur les probiotiques, il faut surtout vérifier que dans la formule, il n'y ait surtout pas de Bacillus coagulans, qui est un sporogène et qui nourrira les candidoses et qui est là à viser marketing et non pas à viser le rétablissement de la flore intestinale. Je vais vous passer le micro parce que vous allez pouvoir le retirer pour que ce soit capté. Parce que c'est très intéressant. Oui, je disais donc que ce qu'il faut surtout éviter dans les probiotiques, c'est que dans la formule, il y ait une souche qui soit le Bacillus coagulans. Car celui-ci n'appartient pas à la famille des probiotiques naturellement présents dans le tube digestif et vient juste enrichir le dénombrement et fausser les données. C'est juste un enrichissement pour dire, moi je fais 20 milliards, je fais plus, mais ça n'apporte absolument rien à la flore intestinale. Par contre, oui, ça peut nourrir les candidoses. C'est une information très intéressante. C'est vrai que je pense qu'on ne le trouve quand même pas très fréquemment, si ce n'est dans les formulations très élevées, quoi, quand on trouve dans les... Après, on l'appellera aussi lactospore. Oui. Alors les spores, en fait, sont intéressants pour autant que je le sache. Oui, mais s'il est les spores issus de la terre et non pas les lactospores. Voilà. Hein, mais voilà. si c'est issu et ça nourrit cela, oui. Ça posera problème. Oui, sur le flore intestinal. Les spores sont très intéressants en association avec les probiotiques donc, courants, on va dire, des spores venant de la terre comme le... Voilà. Et ça, c'est ceux qui ont été construits en laboratoire. Les sporogènes, moi je ne parle pas des sporogènes, hein, voilà. Je ne parle pas de ceux-là. Voilà. C'est vraiment les spores issus de la terre qui sont réutilisés en fait pour se libérer sous forme de probiotiques dans l'intestin une fois qu'ils sont dans l'intestin. Typiquement, voilà, enfin, il y a différents spores qui existent, voilà, sans donner des noms. Pardon ? Il y a des probiotiques spécifiques quand même au niveau de la candidose. Oui, il y a des probiotiques. Alors on dit on dit, oui, traditionnellement, on dit que pour la candidose, on va donner du Saccharomyces boulardii. Oui, c'est vrai, mais pas en cas où... Ça dépend, c'est du cas par cas, une fois encore. Dans certaines maladies auto-immunes, ça ne sera pas forcément très heureux à voir. Peut-être que dans un premier temps, si les gens sont très affectés aussi par des moisissures, ils ne vont pas supporter les Saccharomyces boulardii pendant un certain temps. Et quelques années plus tard, ils vont pouvoir y revenir. Donc ça dépend. Et les Saccharomyces boulardii, on va le donner principalement à des gens qui vont avoir des diarrhées. Aussi, donc des candidoses avec des diarrhées. Quelqu'un qui aura une candidose sans diarrhée, ça ne sera pas forcément opportun. Donc là encore, il n'y a pas une règle absolue, il faut voir vraiment au cas par cas. Et souvent, changer aussi de probiotiques, ne pas rester toujours sur les mêmes probiotiques, et voir quelle est la variété qui donne les meilleurs résultats. C'est comme ça qu'on peut avoir vraiment des évolutions, et quelque chose qu'on ne supportait pas une année, 3 ans, 4 ans plus tard, on peut très bien le supporter, il devient opportun parce qu'on a déjà pas mal réparé sa flore, aussi par l'alimentation. Voilà, donc les probiotiques c'est un petit peu particulier, en même temps on en a absolument besoin. Oui. Natacha Campbell qui donne quelques indications dans son livre de probiotiques à prendre. Elle évolue aussi dans, dans le choix de ses probiotiques et elle dit qu'un enfant GAPS, donc un enfant autiste, TDAH, quand il est guéri, parce que ça se guérit, hein, ça se guérit vraiment bien, devra à vie quand même, et ce serait même bien indiqué pour tout le monde, prendre au moins 2 fois par semaine des probiotiques en variant régulièrement les souches. Quand même, de façon à en permanence alimenter la flore intestinale avec de grandes variétés de souches et ne pas rester fixé sur une souche particulière. Donc, et je crois qu'elle a raison. De mon expérience, je crois qu'elle a raison. Le docteur Donatini dit qu'il ne faut pas en donner, c'est ça. Voilà, après, voilà, on entend tout et son contraire, donc c'est difficile. Disons que chacun a son retour d'expérience. Le mien, en tout cas, clairement, pour l'avoir vécu personnellement et d'autres personnes, des malades dont je m'occupe, les probiotiques sont absolument indispensables, oui.
Mais attention également, dans les souches, il faut vraiment regarder les variétés, interroger encore le professionnel du laboratoire, le professionnel qui les fournit pour leur demander ce qu'il y a dedans. Et puis il n'y a pas que les souches à l'intérieur, il y a aussi l'encapsulation. Qu'est-ce qu'il y a dans les capsules, etc. C'est tout un ensemble qu'il faut prendre en considération. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous avez dit tout à l'heure que le bio et le Déméter. Bio et Déméter, oui. Oui. Alors Déméter, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ancienne... Si, mais voilà. il y avait une partie que vous vouliez aborder. La biodynamie. En biodynamie, oui, par rapport à la biodynamie. D'accord, merci oui, de me le rappeler, oui. Alors en fait, c'était juste, en effet, quand j'étais en formation avec le professeur Serralini au mois de juin, nous avions différents intervenants de haut vol qui sont venus nous exposer leurs travaux, leurs immenses connaissances, notamment en botanique, leurs travaux et leurs connaissances donc, en botanique. Donc la question posée, que vous posiez, c'était donc qu'est-ce que la biodynamie en fait, en quelque sorte, et comment ça peut intervenir dans notre vie de tous les jours. On avait un spécialiste, puisque l'idée c'était, enfin le thème c'était un petit peu les pesticides dans le vin et dans la vie et dans les terres. On avait un spécialiste qui est venu nous parler d'une expérimentation qui a été faite sur des vignobles où ils ont non seulement comparé du vin provenant de vignobles traités aux pesticides avec des vignobles, avec des vins traités, élevés sur à partir de vignes sur des terrains sans pesticides, mais ils sont allés plus loin, c'est-à-dire qu'en fait ils ont pris des vins issus de même terrain, même cépage, même ensoleillement, donc pas vraiment les mêmes conditions, et des terrains contigus, de telle sorte que les terrains arrosés au Roundup juxtaposaient complètement les terrains non arrosés au Roundup et élevés depuis 30 ans en biodynamie. Et ils ont voulu aller voir si les vins c'était une chose, mais qu'en était-il des sols? Est-ce que les sols en biodynamie, contigus sans aucune clôture, sans mur de 20 mètres de haut, voilà, est-ce que les sols contigus au terrain au Roundup étaient impactés par la présence de Roundup? Est-ce que les vignes, les raisins étaient impactés par la présence de Roundup, et les vins, ils avaient fait effectivement la comparaison, et dans les vins en biodynamie, il n'y avait pas de Roundup, et dans les vins au Roundup, il y avait du Roundup, bien évidemment. Et ils sont allés donc explorer ces sols, et ils se sont aperçus, ils ont pris les 5 rangées les plus contiguës, les plus proches les unes des autres, donc 5 rangées en biodynamie, 5 rangées en Roundup. En se disant, bon, 5 rangées, c'est quand même très proche. Quoi. Donc, est-ce que le Roundup va vraiment déverser toute sa toxicité sur le terrain d'à côté? Et l'étude a été vraiment sans appel. Les terrains en biodynamie nettoient totalement le Roundup contigu. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra dire, oui, mais bio, tout n'est pas bio parce que ça vole dans l'air, etc. Oui, il y a bien sûr des particules qui volent, mais au niveau des terres, un terrain qui est en biodynamie nettoie complètement par les micro-organismes qui sont dedans, les mycorhizes, etc. Toutes ces bactéries anaérobies et aérobies qui sont dans les sols et qu'il ne faut surtout pas retourner parce que sinon on fait des ravages. Eh bien, les terres sont parfaitement propres quand c'est en biodynamie, les raisins sont parfaitement propres et le vin est totalement propre, alors qu'ils sont contigus. Donc c'est quand même intéressant de se dire qu'on peut, simplement par d'autres méthodes de culture, régler quand même le problème des toxiques environnementaux avec lesquels on a pollué la terre. Il y a des plantes qui sont des plantes nettoyeuses ou nettoyantes, des métaux lourds par exemple, comme le datura. Le datura est une plante qui pousse assez facilement le long des chemins et qui fait des espèces de clochettes blanches qui sont du poison d'ailleurs. Et ce datura, je l'ai appris lors de cette session de formation avec Serralini et son équipe. Le datura est en fait un chélateur du mercure, c'est-à-dire que là où il y a du datura, vous êtes sûr que vous avez du mercure dans la terre. Et on a plein de plantes comme ça chélatrices, et si on va chercher dans les registres des encyclopédies qui existent, des plantes bio-indicatrices des sols, c'est Gérard Dussert qui a fait une encyclopédie en 5 volumes sur les plantes bio-indicatrices des sols. Ce sont des gros bouquins, moi je les ai achetés lors de ce séminaire. Vous commencez à feuilleter, d'abord vous apprenez des telles choses, vous voyez des plantes magnifiques, et surtout quand vous allez creuser un petit peu, vous apercevez qu'il y a dans la nature plein de plantes qui sont là pour détoxiquer les sols des toxiques, de ce qui nous est toxique pour nous. Donc vous dites, mais après tout, alors
C'est assez simple finalement de réparer la Terre, il suffit de le vouloir, il suffit de le faire. Donc il y a quand même beaucoup de choses possibles, en fait, il faut simplement la volonté de le faire. Il faut que nos gouvernements aussi aient envie de le faire. Voilà, c'est à toutes les échelles dans le monde. Ayam. Vous avez évoqué des problèmes avec des Wi-Fi et des objets connectés. Pourtant, même si chez nous, il n'y a rien, pourtant, dans une ville métropolitaine, il y a des Wi-Fi partout. Il y a des pierres, des objets vendus dans les magasins de bio qui sont censés attirer des choses. Je ne sais pas si vous connaissez de ça ou s'ils sont effectifs ou pas. Alors la question, c'est de savoir si effectivement il y a des pierres ou des outils, des objets qui permettraient de se protéger des champs électromagnétiques citadins. Voilà, et environnementaux. Alors il se vend beaucoup de choses, il se dit beaucoup de choses, il y a un certain nombre d'outils qui apportent toutes les preuves nécessaires qu'ils sont efficaces pour se protéger des ondes électromagnétiques, des champs électromagnétiques. Et dans la réalité, quand on les teste avec des appareils, ben, on n'a pas les résultats obtenus, donc c'est quand même tout à fait dommage parce que c'est un budget. Il y a des pierres que la shungite, qui est en fait du charbon, hein, qui est extrait principalement en Russie. La shungite, effectivement, moi je l'ai testé avec, parce que j'ai un appareil qui me permet de détecter, de détecter les niveaux d'ondes électromagnétiques. Et j'avais testé des sources des champs électromagnétiques avec et sans la shungite. Il n'y a pas photo, la shungite coupe le champ électromagnétique. Donc ça marche très bien. Simplement, c'est pas forcément toujours possible d'avoir son caillou de shungite avec soi ou chez soi à la maison. Ça s'écrit S-H-U-N-G-I-T-E. La shungite, voilà. Après, quand on vous en vend, il faut que ce soit vraiment de la vraie shungite et non pas quelque chose de fabriqué en plastique ou je sais pas trop quoi venant de Chine. Enfin bon, c'est pareil, derrière, il y a tout un marché qui peut se créer. Il faut être toujours prudent quand on achète quelque chose et vraiment, éventuellement, dire écoutez, je l'achète, mais je vous le rapporte si ça ne marche pas, je vais le tester avec mon détecteur d'ondes, par exemple. Voilà, on peut faire ce genre de choses. Après, il y a des personnes qui mettent dans leur maison, qui mettent des tissus de protection sur les murs, hein, des voilages de protection contre les champs électromagnétiques, des peintures également, ça existe maintenant. Même des espèces de tentes en fait, hein, comme des moustiquaires qu'on va mettre au-dessus du lit. Il y a l'espèce de cagoule, des casquettes, des bonnets qu'on peut mettre également pour protéger la tête. Dr Joachim Mutter n'hésite pas, lui, quand il prend le train, à mettre carrément une cagoule complète hein, sur la tête, parce qu'il est électro-hypersensible, c'est quelqu'un qui a été extrêmement malade. Et il reste encore une fragilité, donc il ne veut pas être exposé dans le train à la Wi-Fi, donc il met une cagoule complète, ce qui fait qu'il raconte dans une interview, d'ailleurs, enfin dans un colloque, il raconte une anecdote où des passagers du train ont appelé la police en disant mais il est complètement voilé et voilà, on ne sait pas si c'est pas un terroriste ou quoi, et donc la police est venue, ils l'ont fait descendre du train. Et quand il a enlevé son voile, il y a un des policiers qui l'a reconnu et qui a dit « Mais oui, mais c'est le docteur Mutter, mais il s'occupe d'électrosensibilité, des maladies environnementales, je connais bien, il n'y a pas de souci, on peut le laisser remonter. » Donc ils l'ont laissé repartir. Voilà, c'est un problème, et ça va devenir un problème grandissant. Je vois de plus en plus des électro-hypersensibles arriver. Et je vois aussi des cas de malades électro-hypersensibles qu'on a traités donc, pour Lyme et dont on a enlevé donc, les pathogènes dans le cerveau et qui, au bout de 8 mois de traitement, peuvent retourner dans une vie normale et retourner au cinéma et tout. Donc ça veut dire que ça marche simplement. C'est bien d'enlever ces pathogènes, mais il ne faut pas qu'ils y retournent. Donc est-ce que le traitement a été suffisant? Et ça, je ne sais pas. Et parce que je n'ai pas eu d'autres nouvelles de ces personnes après qui ont disparu de mon champ visuel. Et d'autre part, il faut réparer absolument la barrière hémato-encéphalique. Jusqu'au moment où on sera tous à se balader avec le voile, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. Quoi. Surtout quand la 5G va arriver. Non, mais voilà. Il n'y aura pas que les femmes, les hommes aussi. On va malheureusement à des situations catastrophiques. Mon professeur de nutrition, de nutrithérapie, quand j'ai fait ma formation de naturopathie, qui était heilpraktiker également, qui avait été heilpraktiker à Berlin pendant 15 ans, et elle nous avait dit on a tout fait pour arriver à l'extinction de la race humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, de grands spécialistes environnementaux, en médecine environnementale, confirment cela. Donc je ne sais pas où ça va nous amener. En attendant, on ne va pas terminer sur une note pessimiste, mais voilà, il y a des choses à faire, en tout cas dans l'instant T, et il faut les faire.
Et on peut aider autour de soi. Et moi, c'est vraiment mon objectif, c'est vraiment d'essayer d'aider autour de moi. Je ne détiens pas la vérité, j'essaye de trouver le maximum d'informations et de les partager pour que les gens puissent avoir de la matière pour essayer d'aller sur certaines voies. Peut-être vous raconter quand même ce qui se passe avec la petite jeune fille autiste dont je me charge actuellement. Cette jeune fille, c'est son papa qui m'a contacté un peu par hasard à travers mes contacts avec le docteur Mutter en Allemagne, et qui ne pouvait pas s'occuper de cette jeune fille. Et voilà, le papa me contacte finalement et me tend un petit peu la perche. Et surtout, commence par m'incendier en disant « mais c'est très bien, tous ces médecins, tous ces thérapeutes, tous ces grands professeurs, ils ont tous quelque chose à dire, mais ils passent leur temps à dire et à faire des conférences et des formations pour lesquelles il faut encore payer, mais on n'a pas de médecins. Les médecins ont quitté leur cabinet pour faire des conférences, c'est leur nouveau métier. Et quand est-ce qu'on va s'occuper de nos enfants malades, autistes, qui sont devenus autistes à cause des vaccins? Donc ils me rentrent dans le lard, pour autant que j'ai du lard, au mois de mars, et je lui réponds « mais monsieur, vous avez tout à fait raison, je suis même beaucoup plus dur que vous avec ce système médical en France, quoi. Enfin en France et dans le monde ». Et donc, j'explique un petit peu pourquoi. Et donc le monsieur, et je lui explique ce que je fais, le monsieur me dit bah, « écoutez, voilà, ça change un petit peu de ce que j'entends d'habitude, et je vous remercie beaucoup de m'avoir répondu comme cela, et bonne continuation, et autres. » Et moi je me dis « mais après tout, je ne peux pas le laisser comme ça, d'autant plus que le docteur Mutter m'avait un petit peu tendu la perche, mais je vais quand même voir un petit peu si je peux aider cette personne-là. » Et je lui propose de l'aider en attendant que le docteur Mutter puisse prendre en charge dans 2 ans sa fille. Voilà. Et donc, il me dit ben oui, pourquoi pas. Et donc je lui amène, j'arrive à lui expliquer un petit peu tout ce que je viens d'exposer ici. Et nous étions au mois de mars. Et il m'a dit écoutez, ça m'intéresse, je suis prêt à prendre le pari entre guillemets, quoi, bien qu'il s'agisse de ma fille autiste qui a 15 ans. Sa fille était devenue autiste juste après une vaccination à 2 ans et quart. Et entre-temps, les parents, fort intelligemment, ont cherché partout des solutions. Ils ne se sont pas contentés de ce que leur apportent les autorités de santé, c'est-à-dire globalement rien. Des instituts dans lesquels on ne propose rien finalement aux enfants autistes, si ce n'est de délester un peu la charge pour les parents. Et on leur fait faire comme du ABA, enfin des choses comme cela, classiques, mais au niveau nutrition, il n'y a rien, au niveau traitement anti-infectieux, il n'y a rien, au niveau traitement des métaux lourds, il n'y a rien. Or, la jeune fille était blindée de métaux lourds, blindée de métaux lourds. Ils étaient allés en Allemagne, entre autres en Allemagne, pour faire des chélations qui avaient quand même un petit peu amélioré la situation de la jeune fille. Il y avait quand même quelques améliorations sous traitement chélateur intensif, on va dire. Mais c'était pas suffisant, et finalement il me dit écoutez, moi je suis preneur, j'aimerais bien que vous nous aidiez. Et donc j'ai mis en place un programme. La toute première chose c'était la nutrition, hein, clairement on a réformé totalement l'alimentation, c'est-à-dire ne manger que du bio. Voilà, donc il m'a dit bon ben, on va acheter du bio pour elle, elle mangera que du bio. Voilà, c'est hors de question qu'elle mange du poisson, elle mangera que du bio, elle ne mange aucun féculent, aucun amidon, aucun sucre. Ah mais on lui donne des jus de fruits, non pas de jus de fruits, pas de jus de fruits, rien du tout. On enlève tous les apports en sucre et tout ce qui se transforme en sucre. Je fais isoler la chambre des champs électromagnétiques, la chambre de la jeune fille, là où elle vit globalement et où elle dort, même si elle partage bien sûr la maison avec ses autres frères et sœurs. Interdiction de Wi-Fi, interdiction d'objets connectés, aucun objet connecté. Les autres frères et sœurs et les parents, téléphone portable, oui, mais pas en présence de la jeune fille. Voilà, donc tout ce qui est, tous les intrants toxiques, voilà, éliminés, boum, boum, les uns derrière les autres, on a tout nettoyé. Elle n'avait pas d'amalgame en bouche, mais la mère en avait eu beaucoup. La fille était blindée de mercure, est blindée de mercure, de plomb, enfin, blindée de métaux lourds. Et on a mis en place des chélations naturelles, donc avec des compléments alimentaires pour reprendre les chélations chimiques qui avaient été faites. L'alimentation changée, j'ai fait venir un biogéologiste, on a déplacé les meubles, enfin des choses comme ça. Voilà, toute la maison a été réharmonisée. En 15 jours, la jeune fille était calme et elle dormait. Pour une jeune fille autiste qui avait passé 13 ans à se taper la tête contre les murs, à gifler ses parents, à se mordre et à agresser tout le monde. En 15 jours, elle était calme et elle dormait. C'était déjà pas mal. On a continué comme ça pendant quelques mois. Je n'avais mis aucun traitement anti-infectieux. Et je crois que c'est... donc elle a commencé... Enfin vraiment, ça a été un coaching intense. Hein, c'est 3h30 de communication téléphonique avec le papa, puisque c'est lui qui s'occupe d'elle, la maman travaille.
Et voilà, en expliquant pourquoi il fallait faire ça. Hein. Donc 3h30, une fois, 2 fois par semaine, davantage s'il le faut, répondre aux questions. Vraiment faire un coaching personnalisé. Moyennant quoi, ils ont fait tout exactement comme je leur ai proposé. Et au bout de 3 mois à peine, donc on va dire avril, mai, juin, par là, 3 mois, 2 mois et demi, on a commencé à mettre en place des huiles essentielles, certains des outils dont je parle dans mon livre, bien sûr des aliments, des oligo-éléments hautement dosés, de qualité, des oméga 3, enfin voilà, tout ce dont je viens de parler, des minéraux, des acides aminés, toutes sortes de suppléments nutritionnels de qualité non toxiques et hautement dosés. Ils ont fait un spectral d'oligo-éléments comme celui que je vous ai montré, ça ressemblait au mien, hein, dans le premier du mois de novembre 2011, voilà, c'était le même modèle, exactement, plus du tout de zinc, plus du tout de sélénium, plus du tout de silice, rien, voilà, un vide abyssal dans les cellules de la jeune fille. Donc bon, allez, on y va à l'appel et on va commencer à en remettre, quoi. Et début juin, on commence, mi-juin, on commence les huiles essentielles. Cette jeune fille qui n'avait aucun contact visuel avec les parents, qui n'avait aucun geste d'affection envers les parents, qui était finalement quelqu'un qui subissait les traitements qu'on lui donnait. On met en place bien sûr les traitements, les lavements aussi, hein, à peu près tous les 4-5 jours aussi. Là, je commence à proposer aussi l'utilisation, comme le docteur Kalker, des lavements à l'hypochlorite de sodium. Et puis, on commence à introduire des huiles essentielles, du pépin de pamplemousse activé, c'est pas le biocitracide, et en 15 jours après, 15 jours plus tard, début juillet, la jeune fille, coucou, papa, maman. Les parents tombent de l'armoire et la jeune fille est capable d'essuyer la vaisselle, d'accrocher le torchon à sa place, d'entrer dans la voiture en ouvrant la porte, fermer la porte, s'attacher, mettre la ceinture de sécurité, regarder un film, rire au bon moment, ramasser du verre cassé quand elle a cassé un verre, parce que de temps en temps, si jamais elle a quand même une crise, il y a un verre, elle le jette, bon voilà, mais c'est rarissime qu'elle ait une crise. Elle a un contact, donc elle ramasse le verre à la pelle, et quand son père lui dit maintenant tu vas passer l'aspirateur, ah non, 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 et elle part en courant dans sa chambre, donc elle a parfaitement compris ce qu'on lui a dit. En 5 mois, on en est là, quoi. Et l'autre jour, son père se retourne, cette semaine, enfin, il y a quelques jours, il m'a envoyé un email en me disant j'en ai encore une bonne à vous raconter, je suis assis sur le canapé, je me tourne vers ma fille et je lui dis ça va? Et elle me répond ah va, avec un grand sourire. Bon, dans quelques mois, elle parle, quoi, c'est clair. Voilà, on en est là. Quand son père lui dit bah, tu vas maintenant ranger ta chambre, elle descend à sa chambre, elle va ranger la chambre, il n'y a pas de problème, elle fait ses puzzles, ses travaux, etc., quoi, dans ses jeux. Elle est capable d'affection, de venir chercher ses parents pour les serrer dans les bras. Avec le regard qui croise le regard, hein, donc elle cherche le contact, elle cherche à parler, elle communique à table, elle essaye de communiquer à table, même si pour l'instant c'est que des boules encore qui sortent, à part quelques mots qu'elle peut me dire. Et elle est capable d'ouvrir le frigidaire pour aller chercher quelque chose à son père, et que son père lui dit ah non, 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 ça c'est pas pour toi. Et bon, elle referme la porte avec un grand sourire, sans aucun caprice, rien du tout, et puis bon, là elle s'en va en disant ok, bon, c'est pas pour moi, je le sais. Voilà. En 5 mois, on en est là. 13 ans d'errance, 13 ans de soins partout en France, à l'étranger. Aucun résultat, en 5 mois, on en est là. Et on n'a pas fini, on n'est qu'au début. Donc moi, quand je vois ça, si vous voulez, je me dis que bon, j'ai pas perdu mon temps et que les heures carrées que j'ai passées au téléphone à coacher le père, et donc la famille derrière, ben, c'est pas du temps perdu. Et pour moi, voilà, ça vaut tout l'or du monde. Parce que je me dis qu'un jour, cette fille-là, cette jeune fille, elle a des chances de vivre comme tout le monde, quoi. Voilà, les différents malades dont je m'occupe, c'est ça. C'est des gens qui sont très gravement malades, et j'espère bien chez tous arriver, j'ai qu'une seule autiste, j'ai d'autres malades très graves, très graves, mais j'espère bien arriver à des beaux résultats aussi, quoi. En tout cas, pour certains, j'ai déjà des gens qui ont repris le travail aussi, un boulot normal et tout, une vie normale, un boulot normal, donc ça me donne des résultats. Et pourtant, je ne donne pas d'antibio, je ne suis pas médecin, voilà, mais on peut faire des choses, quoi. L'alimentation, de toute façon, c'est vraiment la toute première clé, hein. Hippocrate avait raison. C'est que l'aliment soit ton médicament, et les maladies prennent source dans l'intestin. Quand on répare ces 2 points-là, on a déjà réparé 50% du problème. C'est incroyable, hein.
Mais ça, jamais les autorités de santé vous le diront. Dans les hôpitaux, jamais une nutritionniste vous parlera de ça. Vous collera du sucre à gogo avec les éclairs au chocolat et tout, parce que c'est donné par le nutritionniste, quoi. Enfin, moi, j'ai subi ça, donc c'est effrayant, quoi. C'est juste effrayant. Comment trouver les thérapeutes? Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, y a personne, je ne connais personne en France qui fasse ce que je fais. Il y a quelques thérapeutes qui sont formés peut-être en allant vers les thérapeutes GAPS, qui ont l'estampille GAPS, qui ont été formés par Natasha Campbell, puisqu'elle fait des sessions de formation. Je collabore avec une thérapeute GAPS qui me dit « Oh là là, les malades de Lyme, mais c'est épouvantable, c'est épouvantable, je ne m'en sors pas. » Mais elle arrive quand même à avoir de très beaux résultats sur les autistes et a bien avancé quand même sur certains plans. Et elle aussi, elle a bien compris, parce qu'on en discute beaucoup, elle a bien compris qu'il faut passer par le nettoyage de la mâchoire, comme l'a dit le docteur Joachim Mutter, hein, pour les gens qui ont encore des amalgames en bouche, ou des métaux en bouche, tout simplement tout simplement des métaux. Quand vous avez une couronne dont la base est noire, il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas laisser ça parce que ça va s'éroder avec les acides que vous allez prendre, que ce soit du citron, que ce soit du vinaigre, que ce soit votre brosse à dents ou d'un thé chaud, ça va s'éroder. Donc vous avez tous ces toxiques qui vont, ce que vous allez avaler, qui vont diffuser dans votre sang, surtout que votre barrière intestinale est complètement poreuse, quoi. Donc il faut vraiment, le docteur Mutter a à 5000% raison. Je ne m'en serais pas sortie si je n'avais pas fait ces travaux bucco-dentaires, quoi. Je m'en serais pas sortie parce qu'il y avait encore tout ça à faire, quoi. Et donc ça a été vraiment salvateur complètement. Excusez-moi, on parle toujours des implants bucco-dentaires, tout ce qui est prothèse, titane, de hanche, c'est pareil. tout ça. Ben, sur les... Oui, on ne sait pas, je ne sais pas. J'ai posé la question pas au docteur Holger Scholz, mais je devrais lui poser la question. Mais c'est vrai qu'on parle d'autre chose quand je vais le voir en général, mais j'ai posé la question à un dentiste en France que j'étais allé voir avant d'envisager d'aller en Allemagne pour mes soins dentaires. Maintenant, moi je ne vais plus qu'en Allemagne pour mes soins dentaires, puisqu'en France je ne trouve pas ce qu'il me faut, on va dire. Entre les dentistes qui ne veulent pas, les dentistes qui ne savent pas, les dentistes qui ne peuvent pas, si vous voulez, c'est compliqué. Donc voilà, moi c'est plus simple, je vais en Allemagne, j'ai maintenant ma routine pour y aller. Et puis de toute façon, ce qui se fait en Allemagne, ça ne se fait pas en France, donc comme ça coûte ni plus cher ni moins cher, ça n'existe pas. Donc comme ça, je suis tranquille. J'ai pas d'état d'âme, mais c'est un budget, c'est vrai. Après, c'est des choix aussi, quelquefois. J'avais posé la question à un dentiste en France, et qu'en est-il d'une prothèse de hanche qui contient, ou d'une autre prothèse qui contient du titane? Est-ce que ce titane va s'oxyder et générer un problème de santé? Le dentiste, qui n'est pas spécialiste de la prothèse de la hanche, m'avait dit non, parce que dans la hanche, ce n'est pas soumis à la salive. Mais un implant en titane, il n'est pas soumis à la salive non plus, puisqu'il est vissé dans votre mâchoire et que ça se referme par-dessus. Donc une fois qu'on a recousu, ça se referme, c'est fini. Donc l'argument pour moi ne tient pas. Voilà. Mais j'ai pas eu le réflexe de continuer la discussion sur le sujet avec lui, et il m'avait pseudo-rassuré en disant non, ça ne risque rien. Je ne suis pas du tout sûr que ça ne risque rien. Il faudrait que je pose la question en Allemagne, ils auraient peut-être une réponse. Peut-être que vous avez une réponse. En Allemagne, ils arrêtent le titane et ils mettent des vis en céramique. Mais pour les prothèses de hanche. Ah, les prothèses de hanche, non. Parce que personnellement, moi j'ai actuellement donc des implants en céramique, hein, et c'est une vis en céramique que j'ai en effet, et dessus la couronne est en oxyde de zircon, hein, donc c'est totalement biocompatible, pas de souci. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce que j'ai en bouche aussi maintenant, voilà, tout est refait à neuf. C'est l'oxyde de zirconium qui est un faux diamant, qu'on appelle un faux diamant en fait, hein, est totalement biocompatible, neutre absolument, qui ne capte pas les ondes électromagnétiques. Donc moi je fais plus antenne. J'ai fait antenne, je me rappelle les premiers micro-ondes qui sont arrivés dans les années 60, la fin des années 70, je ne supportais pas un four à micro-ondes. J'avais le cerveau qui était en ébullition. Et quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient mais non, il ne se passe rien, je ne comprends pas, rien du tout. Moi je sentais mon cerveau qui bougeait. Donc c'était pas, voilà, et ça ne bougeait que lorsque le micro-ondes était en marche. J'ai plus du tout ça, c'est terminé. C'est vrai que j'ai plus de métal en bouche. J'avais une autre interrogation en voyant deux slides, vous parliez d'eau pure, c'est pas forcément l'eau du robinet, et je m'interrogeais sur les eaux de piscine. Alors la question c'est sur les eaux de piscine, est-ce que les eaux de piscine sont pures? Faut pas pas les boire. Est-ce que ça suffit? Les eaux de piscine
sont pas plus pures. Et si on reprend les travaux de Natacha Campbell, elle dit que c'est vraiment une mauvaise idée d'amener les enfants autistes dans une piscine. Clairement, parce qu'il y a le chlore déjà, un gogo, et d'autres produits chimiques qu'on met dedans, plus l'oublion de culture des gens, voilà, sans compter ceux qui font pipi pour pas dire le reste dedans. Enfin, je veux dire, c'est dramatique. Moi, j'ai vu des gens faire pipi dedans, quoi, dans les piscines. Si vous voulez, donc c'est juste en bord de piscine et pchit, on y va, quoi, un style American Piste. Donc, bon, ben voilà, donc tout le monde était horrifié, les gens sont partis en courant comme s'il y avait des requins. Le pisciniste est venu pour nettoyer en disant bon, la piscine est condamnée, on va nettoyer et tout. Il y avait une personne qui avait fait ses excréments dedans. Enfin bon, malheureusement c'était un autiste, donc il ne savait pas. Bref, c'était compliqué, quoi. Donc moi les piscines, j'y mets plus les pieds. Et je crois que c'est pas une bonne chose, quoi. En tout cas, quand on est malade comme ça, environnemental, c'est pas une bonne chose. Sauf si on a sa propre piscine, soit une piscine en biodynamie, je dirais, hein, biologique, ou alors au sel, hein, également, donc avec des électrodes et au sel. Donc ça c'est une solution et dont on sait qui va dedans et comment c'est nettoyé. Voilà. Pour le pur, c'est compliqué. La solution que j'ai trouvée pour moi, et paradoxalement j'ai découvert après, mais je ne savais pas qu'il faisait pareil, le docteur Joachim Mutter en Allemagne et en Suisse, enfin il ne consulte plus en Suisse depuis la semaine dernière, mais donc en Allemagne maintenant, et puis le docteur Natacha Campbell applique la même technique que moi, c'est-à-dire qu'ils prennent un distillateur d'eau. Nous, on pourrait prendre un filtre à osmose inversée, hein. Mais moi j'ai choisi le distillateur d'eau, donc je branche un petit peu comme une grosse cafetière, on va dire, voilà. Je branche mon distillateur, ça me fait 5 litres d'eau pour la journée. Et cette eau est une eau morte qui n'a plus rien, plus aucun pesticide, plus rien, il n'y a plus rien, avec un pH neutre, donc c'est parfait. Et je rajoute du plasma de quinton dedans, ce qui fait que j'ai une eau minéralisée, tout bêtement, une eau propre et minéralisée. Voilà, et donc... mais pas vitalisée, mais vous pouvez le mettre dans un ovarium et la vitaliser. Hein. Un ovarium, c'est une espèce de grande carafe à vin qui a la forme d'un ovaire et que vous allez vitaliser votre eau comme on le ferait pour faire redégager les arômes d'un vin. Hein. Donc dans une bouteille, enfin voilà, on a des moyens, ou alors des ondes de forme hein, sur lesquelles vous posez votre... Là, on est dans le quantique encore, hein, des ondes de forme sur lesquelles vous posez votre vitesse, votre bouteille. On y croit, on n'y croit pas, mais dans la réalité, c'est vrai que bon, vitaliser aussi par mouvement, c'est pas mal. Voilà, mais je préfère ça, clairement, que n'importe quelle autre, de l'eau en plastique, entre guillemets, de l'eau en plastique ou de l'eau du robinet. Dans la mesure du possible, je ne bois pas d'eau de robinet. Et vous mettez combien de plasma de quinton dans un sac? Autour de, voilà, selon le geste du moment, 10 à 50 millilitres, quoi. Hein, voilà. De l'isotonique ou de l'hypertonique? Alors, ça dépend. Si vous êtes en maladie rénale, dans un premier temps, ce sera l'isotonique. Vous pouvez prendre de l'hypertonique après. De ce que j'en sais, mais on a un spécialiste qui pourrait mieux nous en parler. Après, de toute façon, quand vous parlez de l'hypertonique, c'est la quantité. L'hypertonique, c'est 36 grammes de minéraux et oligo-éléments par litre. Alors, dès que vous allez la mettre en quantité, l'isotonique, c'est 9 grammes par litre. Donc, c'est à vous de refaire le calcul en fonction des 5 litres, si vous voulez la prendre. Et en même temps, même vaut mieux mettre en dessous de l'isotonique, il faut être en hypotonique. Vous allez mieux mettre en hypotonique, ce qui correspond à 5 grammes de minéraux et oligo-éléments par litre. Donc, vous divisez par 7 la quantité d'eau, donc par rapport au ratio. Vous redescendez à 5 grammes par litre et vous êtes très bien. Voilà, quand je dis moi les 10 à 50 millilitres, ça sera par litre bien évidemment. C'est-à-dire que je ne mets pas mon plasma de quinton dans la cuve. Hein. Après je transfère mon eau dans des bouteilles en verre, bien sûr en verre, hein, les anciennes bouteilles de limonade d'autrefois, avec la capsule, et je mets mon plasma de quinton dedans. Ce qui fait que pour faire les soupes, pour boire, voilà, pour mes tisanes, tout ça, ça sera de l'eau minéralisée, propre. Et c'est vrai que j'ai découvert après qu'à la clinique Paracels en Suisse, ils font la même chose, le docteur Joachim Mutter fait la même chose, le docteur Natacha Campbell fait la même chose, enfin tout le monde fait la même chose finalement. Et c'est peut-être moins cher que l'osmose inverse, parce que c'est pas plus cher. Oui, alors oui, ça ne coûte pas très cher. Un stérilisateur d'eau va vous coûter dans les 200 € environ. Vous en avez un peu moins cher, un peu plus cher. Et j'ai fait le calcul, en fait, en procédant comme ça, je paye 2 fois moins cher à l'année que d'acheter une bouteille mon eau en plastique. C'est surtout pour les patients qu'on leur dit d'écouter, ce système est meilleur, mais aussi il n'est pas très cher. Non, il n'est pas très cher, absolument.
Mais il faut bien remettre du plasma de Quinton après, parce que sinon on va se retrouver avec une différence osmotique, si vous voulez, et donc on va vider au contraire les oligoéléments qu'on a dans le sang, dans les cellules, quoi. Donc il faut vraiment que les gens pensent à remettre leur plasma de Quinton dedans. Pour la planète, on ne devrait plus acheter de bouteilles On ne devrait plus acheter de bouteilles d'eau en plastique. Ah mais c'est évident, mais on va y arriver. On a ces océans remplis de bouteilles plastiques, on ne devrait même plus imaginer d'aller acheter une bouteille en plastique. Ah mais c'est absolument évident. C'est absolument. Vous allez les acheter finalement. Absolument, mais il y a une prise de conscience qui est en train de se faire aujourd'hui à ce niveau-là, au niveau de la planète, avec des tas de systèmes, même des barrières aujourd'hui pour collecter des plastiques sur les mers et tout. Tout le monde y va de son invention aujourd'hui et c'est bien. Voilà, on est en train de prendre conscience du fait qu'on ne peut plus transformer cette planète en planète plastique et la mer en océan de plastique, avec toutes les graves conséquences écologiques que ça a derrière, quoi. Les poissons d'une part et nous derrière. Hein, voilà. Donc, non, je sais pas, moi je suis d'une époque, des années 50, où on achetait des bouteilles, les bouteilles étaient consignées, donc on allait rapporter les bouteilles. Ça existe toujours? Oui, Ça revient un petit peu. Dans les restos, là à midi, on a bu une bouteille d'eau, c'est une bouteille d'eau en verre. Les restaurateurs se font livrer des bouteilles en verre, en casier. Et consignées, bien sûr. Il faut téléphoner au limonadier, ils vous livrent. Oui, mais pas au niveau domestique. Au niveau domestique, vous pouvez en avoir quand même. Ah ben, moi je téléphone, vous m'avez donné 5 caisses. 5 caisses, oui. Hein, de Volvic ou de... En bouteille, d'accord. Enfin, je ne prends plus de Volvic parce que Volvic, ils le font plus qu'en plastique. Oui, alors il y a Vitel, il y a Evian, il y a Carola. D'accord, ok. Ça c'est bien. Parce qu'au supermarché, malheureusement, on n'a que du plastique. On a accès au supermarché, vous n'avez plus. Alors que dans des boutiques bio, certaines boutiques bio, il n'y a plus de plastique, il n'y a que du verre. Il n'y a pas bien longtemps. Hein. Oh, il y a encore des 2 ans. Oh, ça fait, oui, 2 ans à peu près. J'en ai acheté récemment, là. Oui, il y en a. Moi, j'en vois encore dans le magasin. Il y a encore du plastique dans les magasins bio. Hein. Oui, enfin, moi je connais les magasins bio, il n'y a plus du tout de plastique. Oui. La Biocop, notamment, qui est à côté de chez moi, il n'y a plus du tout de plastique, c'est terminé. C'est que des bouteilles en verre. Ouais. C'est que des bouteilles en verre ou des systèmes de filtration aussi, hein, qu'ils proposent bien sûr pour que les gens puissent filtrer chez eux. Voilà, donc bon, la machine que j'ai, je l'ai achetée il y a 4 ans, je pense à peu près. Donc mon distillateur d'eau, depuis 4 ans, il fonctionne au moins une fois par jour quand c'est pas 2. Voilà. Il y a des pays où, moi je l'ai vu aux États-Unis, mais je l'ai vu aussi en Polynésie, on vend l'eau filtrée. Oui. Oui, les gens viennent se servir avec leur bouteille. Bien sûr. Viennent acheter leur eau. Non, il y a des choses à faire, il y a des prises de conscience et tout ça. Ben, c'est des petites pierres avec des petites pierres avec des petites pierres et c'est comme ça qu'on construit un édifice en fait. Hein. Et si chacun met les petites pierres ensemble, on arrive à quelque chose. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a aucune aide et aucun soutien de nos gouvernements, hein, qui sont complètement dans le déni et au contraire qui essayent d'opposer une force violente à tout ce qui est novateur et qui est lanceur d'alerte et qui est engagé pour essayer de sauver sa peau et d'autres personnes à sauver la leur, quoi. Ça, c'est quand même terrible. Et je pense qu'en France, c'est particulièrement lourd, bien plus que dans d'autres pays. Le poids des lobbies pharmaceutiques, industriels et autres est très très important en France et probablement le plus important de tous les pays du monde. Comme à Télévision, que les lobbies ou lobbyistes américains viennent en France pour conforter leur lobby, parce qu'ils savent qu'en France, ils trouveront l'écoute beaucoup plus intensive. Pas uniquement en France. Hein. Pardon? Pas uniquement en France, à Bruxelles. Oui, oui, bien sûr. Oui. Mais enfin, oui, en France, on a quand même... Les lobbyistes, entre la chimie et puis le bio, c'est 1 pour 10 000. Oui, oui, bien sûr. Cherchez l'erreur. C'est compliqué. Oui, il y a quand même une question. Moi, j'ose à peine imaginer la catastrophe qui se profile dans quelques années avec tous ces bébés qui maintenant on est obligé de vacciner là depuis peu de temps avec c'est hallucinant. La catastrophe, oui, votre question est très intéressante. Vous osez à peine imaginer la catastrophe qui se profile pour les années à venir. On est en plein dedans. Les experts américains estiment que on sera en 2032, c'est-à-dire dans 14 ans, on aura un enfant autiste sur 2, donc 80% de garçons.
et on aura globalement 80% d'une population de malades chroniques. Alors donc moi je pose la question suivante, qui va diriger, qui va prendre la tête des gouvernements et qui va diriger les pays? Alors c'est ça. Comment, quel sera l'état de santé de notre dirigeant ou de nos dirigeants dans un tel monde, hein? On est passé en 3 ans de 1 enfant sur 68 autistes à un enfant sur 63 autistes aux États-Unis à 1 sur 48 en 3 ans aux États-Unis, avec une prévalence des garçons. Pourquoi? Eh bien, je vous l'expliquais tout à l'heure, hein. On met mercure plus aluminium plus testostérone, ça fait des autistes. Alors que quand il s'agit de filles, on n'a pas ce problème de testostérone. C'est la testostérone qui va beaucoup plus en fait engager le processus d'autisme chez les enfants intoxiqués au mercure et à l'aluminium, sans compter le reste. Donc on a une prévalence aujourd'hui connue de l'autisme chez les garçons. Et on sait que ça va aller en s'aggravant dans les années à venir. Donc des médecins environnementaux comme le docteur Joachim Mutter sont très pessimistes sur ce qui va se passer dans le futur. Une petite anecdote qu'il me racontait quand je suis allée l'interviewer l'année dernière au mois d'avril, en avril 2017, à Constance. Il me parlait du cas de 5 jeunes femmes qui avaient toutes les 5 un cancer du sein, et des femmes allant de 20 à 39 ans environ. Et il se demandait quel était le lien entre ces femmes qui ne se connaissaient pas du tout, qui n'avaient pas le même âge, qui n'avaient pas les mêmes activités, ni professionnelles, ni quoi que ce soit. Le seul lien qu'il y avait, c'est qu'elles faisaient toutes les 3, depuis leur adolescence, du jogging de manière intensive. Et pour faire du jogging de manière intensive, elles avaient toutes les 5 acheté le même soutien-gorge, qui contient une petite poche pour mettre le téléphone portable. Et c'est le téléphone portable qui a déclenché le cancer, le même cancer, au même endroit, chez les 5 femmes. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une étude quand même, enfin des questions à se poser. Alors, maintenant, on s'en fiche, on laisse passer ça. On a aujourd'hui des hommes qui commencent à développer des cancers du sein parce que le téléphone est dans la poche gauche. Alors que ça n'a pas existé par le passé, les cancers du sein. Etc., etc. Il m'en a raconté, Joachim Mutter. Hein. Il les sortait les unes derrière les autres. C'était un florilège. C'est effrayant. Donc effectivement, votre question, c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose de bien. Il y a un médecin scolaire dans l'Essonne, dans un quartier défavorisé du Tarteret, qui fait des visites en maternelle. Elle prend les enfants à 4 ans et elle a statistiquement fait flamber son étude avec des enfants qui n'étaient pas capables de rester concentrés ni éveillés et d'être scolarisés à 4 ans dans la classe. En fait, elle s'est posé beaucoup de questions, mais elle a convoqué, dans les cas les plus graves, elle a convoqué tous les parents et alors elle a posé des questions systématiques. Est-ce que l'enfant tient un portable? Est-ce que l'enfant regarde la télé? Est-ce que l'enfant fait ci, fait ça? Et elle s'est aperçue que tous ces enfants-là étaient en permanence en contact depuis leur lever jusqu'au coucher, la télé allumée, le portable des parents à l'oreille pour écouter une petite chanson, enfin tout le temps. C'est ça. Et elle a trouvé un groupe de parents qui ont joué le jeu et qui ont accepté de tenter l'expérience de tout supprimer. Et elle a eu des changements de comportement radicaux. Absolument. Des enfants de 4 ans qu'on peut reprendre le chemin de l'école. Absolument. Au bout de quelques mois. Absolument, oui. Ça tourne sur des sites Facebook. Oui. Mais ça n'intéresse personne, c'est dans un quartier complètement défavorisé. Et puis d'autant plus que, si vous voulez, il ne faut quand même pas qu'on arrête de vendre de la téléphonie, quoi. C'est juste pas possible, les objets connectés, parce que c'est bientôt Noël, là, quand même, on ne va pas vous sortir ça avant Noël. Les derniers objets connectés, ce sont ceux qui se vendront le mieux, quoi. Donc, cet exemple est extrêmement intéressant. Et, même les enfants qu'on voit arriver en consultation qui ont le téléphone portable de leurs parents, qui attendent, qui écoutent la chanson, qui écoutent le machin, et qui ont le compte portable dès l'âge de 1 an dans les mains. C'est ça, quand c'est pas avant. Il y a plein de médecins qui ont fait des documentaires là-dessus et qui le signalent, mais les autorités de santé ne prennent pas du tout ça en compte. Et j'ai eu il y a 2 mois chez moi une dame qui est professeure des écoles également dans les maternelles et qui me disait en 10 ans ça a flambé les troubles du comportement, les troubles de l'attention, dyslexie, dyspraxie, hyperactivité chez les tout petits. Ça a flambé en 10 ans. Aujourd'hui, on a pratiquement 9 enfants sur 10 qui sont en difficulté. En 10 ans.
voilà, à cause de l'environnement toxique, comme l'environnement électromagnétique. Et elle dit plus ces enfants vont dans les grandes classes, et pire c'est, c'est-à-dire que les syndromes s'exacerbent. Donc on va à une catastrophe, une catastrophe. Est-ce que vous avez des livres à conseiller par rapport à ça? Parce que sur les ondes électromagnétiques, la toxicité, ce qu'il faut acheter, comment se protéger, etc. Il y a des quantités de choses, comment s'y retrouver là-dedans? C'est très difficile. Il y a un livre que j'avais acheté sur un site qui s'appelle electromagnetic.com. Qui explique déjà comment votre maison, je ne pourrais pas vous donner le titre du livre, mais qui explique comment votre maison est contaminée et comment vous pouvez décontaminer votre maison. Et ça, c'est vraiment très très bien expliqué. C'est un livre qui est blanc et vert, où on voit naturellement une antenne relais qui émet avec les faisceaux. Hein, voilà. Et vous dire le nom du livre, là, je ne l'ai plus en tête. Chez eux également, j'avais acheté, et toujours sans conflit d'intérêt, une oreillette de ce type-là. C'est une oreillette à tube d'air. Hein, je crois qu'on arrive au bout. Une oreillette à tube d'air, c'est-à-dire qu'on a le fil pour aller se mettre sur le téléphone portable, mais les 25 derniers centimètres, en fait, c'est un tube d'air, un petit peu comme pour un laryngophone, en fait. Hein. Et donc, vous n'avez plus de fil électrique qui arrive près de la tête. Votre fil électrique, il s'arrive là, il s'arrête là. Hein. Et donc, le tube d'air va être conducteur, comme pour un laryngophone, du message. Vous allez l'entendre, hein, voilà, à travers le tube d'air, comme une oreillette normale, sauf que vous éliminez 80% des champs électromagnétiques. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Intéressant. Mais vous en trouverez sur des sites chinois, pour moins cher, probablement. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est typiquement le type d'objet dont on peut être équipé. Après, l'idée, c'est quand même de se servir le moins possible du téléphone portable, c'est-à-dire téléphone portable pour vraiment quelque chose d'indispensable, avec une communication qui ne va pas dépasser les 3 minutes. Je crois que j'ai plus de micro. Peut-être. Voilà, un téléphone portable, une conversation de 3-4 minutes, à peu près 6 minutes maximum, comme le dit le professeur Belpomme. Voilà, on a besoin de quelque chose, on l'échange et après on se rejoint sur un téléphone fixe qui n'est pas un téléphone DECT, hein, c'est un téléphone filaire et non pas un téléphone avec une antenne, voilà, même pas Wi-Fi, avec un téléphone avec une antenne, avec le socle qui émet en permanence des ondes pulsées qui sont bien plus nocifs que votre téléphone portable. Voilà. Donc ces téléphones-là, il faut vraiment les supprimer dans les maisons, donc il faut en venir le 22 Agnières, vous savez. Téléphone filaire, voilà. Bon, et on arrive très bien à vivre comme ça. C'est juste qu'on a oublié qu'on avait vécu comme ça par le passé et qu'on peut très bien revenir à ça. Et qu'on peut encore éplucher des légumes à la maison et faire une bonne soupe des légumes, absolument délicieuse. Et qu'on peut manger des œufs, une viande, sans avoir, chez un producteur bio, sans avoir à se poser la question de savoir quel pesticide est par-dessus. Et bien c'est par-dessus. Maintenant, ça demande une réflexion, bien évidemment, sur notre mode de vie actuel. Et est-ce bien raisonnable de continuer là-dedans? C'est à chacun de faire son chemin et de trouver la réponse, clairement. Voilà, donc c'est un petit peu cette réflexion à laquelle je voulais vous conduire, sans autre ambition, et en espérant en tout cas que vous puissiez avancer sur un chemin de soins, de guérison et de partage. Merci pour votre attention. L'hypochlorite de sodium, vous le trouverez sur plusieurs sites, en fait, alors aussi bien en Allemagne qu'en France. Je n'ai pas le droit de vous le dire que vous le trouverez chez apothecaria.com. C'est bien formulé comme ça. Est-ce que le fait qu'on est dans l'hôtel Mercure, on va intoxifier ou c'est bon? Oui, on a pris ce qu'il fallait là cet après-midi. Voilà, absolument. Si vous avez soif ou un petit creux, n'hésitez pas à vous servir. C'est pas bio. C'est pas bio. Il y a des jus de fruits, il y a de l'eau. Pardon, vous proposez donc pas le poisson, les œufs. Protéines de viande, si, les œufs.